Bonjour à tous. Il est 14 heures. Nous allons donc ouvrir ce premier webinaire co-organisé par INRAE avec l'ACTA et ACTA, tête de réseau de l'ensemble des instituts techniques agricoles. Nous avons conjointement décidé d'organiser ces 3 webinaires, parce qu'il y en aura 3, à l'occasion de la Semaine de l'agriculture pour penser demain. Et donc, imaginer l'agriculture de 2035 sur des sujets que nous détaillerons après. Et nous avons le plaisir d'avoir l'ouverture de ce premier des webinaires. L'ouverture sera assurée par Anne-Claire Vial, donc présidente de l'ACTA. Et je remercie Anne-Claire de nous faire l'honneur d'être avec nous en ce début d'après-midi. Et puis la conclusion des 3 webinaires, donc il y aura lieu, le 3e aura lieu vendredi en début d'après-midi sur le même créneau horaire. La conclusion sera faite par Philippe Mauguin. Et donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Anne-Claire et je reviendrai après pour présenter les 2 intervenants de l'après-midi. Donc Anne-Claire, avec grand plaisir, je te passe le micro. Je pense que ton micro n'est pas ouvert, Anne-Claire. Merci Christian, bonjour à tous, merci d'être avec nous. Eh bien, moi je suis très privilégiée de pouvoir vous accueillir aujourd'hui en compagnie de Christian Huyghe pour ce cycle de 3 webinaires et surtout je tiens à remercier d'entrée notre grand partenaire INRAE, son directeur scientifique, son PDG et tous les collaborateurs, y compris des instituts techniques agricoles et mon directeur Jean-Paul Borde d'avoir osé relever le défi d'imaginer l'agriculture de 2035. Alors, je ne serai pas très longue, mais vous connaissez la complexité des sujets qui se présentent à nous. Et c'est pour cela que la recherche, aujourd'hui, doit faire preuve d'audace, investir de nouvelles pistes, prendre des risques, sans être sûr d'ailleurs de pouvoir aboutir sur de l'opérationnel. Mais vous connaissez le principe, hein, les solutions innovantes sont souvent des solutions de rupture. Et force est de constater que ce travail prospectif, déjà engagé, est méconnu, même des agriculteurs. On n'en parle qu'entre spécialistes, les médias l'ignorent, et par conséquent, le grand public aussi, préférant croire que les solutions sont dans le passé. Voilà pourquoi nous avons pris cette initiative, et plutôt que de vivre dans les regrets, laissons place à la créativité et à la science. Mettons en lumière des sujets de recherche prometteurs, avec des premiers succès appliqués présentés par les instituts techniques agricoles de recherche appliquée, mais des sujets qui sont déjà corrélés à de grands projets de recherche engagés avec des objectifs espérés en 2035, portés et présentés cet après-midi par l'INRAE. Tous ces travaux sont aussi, pour nous, des marqueurs d'espoir pour une agriculture plus performante et plus respectueuse de l'environnement. Et ça nous paraissait très important d'avoir ce message pendant cette semaine de l'agriculture. Nous sommes aussi dans l'illustration de ce que nous essayons de construire autour du concept une santé unique, c'est-à-dire des pratiques culturales qui visent à améliorer l'impact sur la santé dans toutes ses composantes, santé végétale et animale, mais aussi santé environnementale et humaine. D'ailleurs, vous retrouverez au cœur du futur PNDA français cette vision transversale de la santé. Je vais laisser la parole aux experts, sans être bien plus longue. Je voudrais simplement dire que je suis très heureuse que l'on aborde dans ce premier webinaire le sujet de la médiation chimique, qui occupe une place prépondérante dans les interactions entre les espèces. C'est une nouvelle dimension du vivant qui est portée par une communauté française de rang international et qui s'impose aujourd'hui comme un domaine de recherche pionnière. J'espère que ce sujet va vous passionner, comme les suivants. Et mon cher Christian, je te laisse la main pour animer nos travaux. Merci beaucoup Anne-Claire. Comme tu l'as dit, il faut regarder loin avec de l'audace. Mieux vaut faire envie que pitié. Et donc, c'est de donner envie que nous allons essayer d'alimenter cet après-midi. Et donc, autour de la question des paysages olfactifs. Alors, très souvent, en fait, pourquoi on s'intéresse à ce sujet-là? C'est
au regard de la régulation des insectes. Et donc, la plupart du temps, on a réfléchi à cette question, insecte égale insecticide. Et donc, avec un nombre de substances actives, on en a 480 au total, hein, sur tous les leviers utilisés, et donc une part non négligeable sont des insecticides. Mais quand on a cette approche-là, on arrive très vite à d'abord des impasses, et puis on oublie en fait le fait que les insectes, il ne faut pas forcément les tuer, il faut les réguler. Et c'est le cœur même de ce que porte l'agroécologie et la transition agroécologique que Anne-Claire a mentionné. Donc comment on réfléchit à réguler plutôt que tuer? Et l'avantage quand on régule, c'est qu'on ne touche pas l'ensemble des chaînes de régulation. En fait, on les gère proprement. Et ça veut dire qu'en réfléchissant à l'agroécologie, on réfléchit à la problématique de la biodiversité. Et donc, ces paysages olfactifs qui vont nous être présentés reposent sur l'idée que les insectes se déplacent en fonction de l'ensemble des perceptions d'odorat qu'ils ont. Les deux intervenants que nous allons voir cet après-midi vont vous donner des grands éléments de compréhension de cela. Comment se crée un paysage olfactif? Comment on peut l'utiliser à notre service, déjà aujourd'hui et encore plus demain? Et donc, on a deux intervenants qui vont nous donner un regard sur ce que l'on fait aujourd'hui et puis un regard sur ce que l'on peut avoir, et c'est le régime qu'on va utiliser pour les 3 webinaires. Et donc, sur ce que l'on fait déjà aujourd'hui, c'est Nicolas Aveline de l'IFV, basé à Bordeaux et très impliqué dans l'UMT Zeven. Les UMT étant un dispositif, donc les unités mixtes technologiques, étant un dispositif absolument remarquable parce qu'elles permettent de produire des ensembles conjoints entre la recherche publique et les instituts techniques agricoles. Et donc, Nicolas fait partie de l'UMT Zeven à Bordeaux. Et donc, il va nous présenter ce que l'on fait déjà aujourd'hui en utilisant le paysage olfactif. Et puis, Philippe Lucas de l'IES à Versailles. Et donc, il y a une unité conjointe entre Versailles et l'Université de la Sorbonne qui s'inscrit dans ce que disait Anne-Claire tout à l'heure. La recherche de pointe dont nous avons la chance de disposer en France Philippe Lucas, qui porte aussi un gros projet dans le cadre du PPR, du programme prioritaire de recherche. Le projet, c'est Ferrosensor. Philippe va nous présenter ce que l'on peut imaginer tirer de tout ça dans les prochaines années, donc pour imaginer l'agriculture de 2035. Et donc, sans plus attendre, je me fais un plaisir de passer la parole à Nicolas pour nous présenter qu'est-ce que l'on fait déjà aujourd'hui. Merci Christian. Je t'en prie. Je vais partager mon diaporama. Voilà, donc bonjour à tous. Donc effectivement, comme l'a dit Christian, je vais revenir en fait moi sur deux projets, en fait, deux travaux d'application sur les paysages olfactifs pour protéger la vigne. Alors c'est vrai, comme Christian l'a dit, en fait, travailler sur ces molécules olfactives dans l'air, hein, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais pas tant que ça. Vous verrez tout à l'heure quand Philippe vous parlera un petit peu des travaux qui sont faits en amont. Ces questions-là, elles sont travaillées depuis quand même un certain nombre d'années, mais elles arrivent en fait aujourd'hui à leur essor, puisqu'on a besoin de travailler sur des mécanismes, des méthodes de réduction des intrants. Il faut travailler autrement, protéger autrement la vigne. Et il y a de nombreuses questions aujourd'hui qui vont se poser quand on parle d'agroécologie, d'équilibre des populations, des interactions entre les plantes, les insectes, etc. Et donc, il y a des nouvelles questions qui vont se poser. Et cette communication, c'est toutes ces molécules odorantes que nous, on ne voit pas au vignoble. C'est vrai que quand on arrive sur la parcelle, on n'a pas tendance à renifler. C'est pas notre sens le plus fort, nous les humains, sur l'odorat. Mais c'est quelque chose qui est important, puisque en fait on baigne dans toutes ces molécules de communication entre les insectes, entre les plantes, etc. et tous les organismes en fait qui sont sur la parcelle de vigne. Donc ces nouvelles questions, elles nous amènent aussi à des nouveaux travaux.
Et vous allez voir donc avec deux exemples. Le premier exemple, ça sera la confusion sexuelle pour lutter contre les tordeuses de la vigne. Donc pour éviter ces ravageurs qui vont pondre sur les baies de raisin. Donc ça, vraiment un exemple vraiment très appliqué. Et puis je vous parlerai dans une deuxième partie spécifiquement, là cette fois-ci, des molécules qui sont émises par la vigne. Donc on appelle les COV, les composés organiques volatiles, et l'application que nous, on a travaillé sur un projet qui s'appelle Codévi SDP pour essayer d'améliorer l'utilisation des stimulateurs des défenses naturelles, les SDP. Bon, je vais vous expliquer tout ça, ça fait beaucoup de sigles, mais vous allez voir l'intérêt de ces molécules. Alors tout d'abord, la confusion sexuelle et les tordeuses de la vigne. Là, l'idée, c'est d'utiliser ces molécules odorantes pour réguler certains ravageurs, et notamment ici les lépidoptères. Donc vous savez qu'en vigne, en fait, on a plusieurs lépidoptères qu'on appelle les tordeuses de la vigne qui vont donc générer des dégâts plus ou moins importants selon les années. Ces tordeuses sont au nombre, là ici je vous en ai montré 4. En fait, les principales, ce sont l'Eudémis et la Cochilis. Et on trouve aussi maintenant Eulia. Et puis un ravageur émergent qui existe déjà dans le vignoble méditerranéen, mais qui a tendance à revenir et à avoir des populations de plus en plus importantes, c'est Cryptoblabes. Voilà, avec le réchauffement climatique, elle a tendance à avoir des populations de plus en plus importantes, et on trouve des dégâts aussi dus à cette tordeuse, plutôt dans la zone méditerranéenne. Donc ces papillons, ce sont des papillons de nuit, des noctuels. Et les chenilles, en fait, c'est les chenilles qui vont provoquer des dégâts. Ils vont pondre en fait sur les baies de raisin, et les chenilles, pour se développer, vont perforer les baies, et elles vont trouver le gîte et le couvert dans ces baies. Elles vont provoquer de nombreux dégâts, et ça peut être lors de fortes attaques, carrément des pertes de rendement, mais aussi c'est des voies d'entrée. En fait, toutes ces blessures qui vont être faites dans les baies sont des voies d'entrée pour différents champignons pathogènes, notamment Botrytis cinerea, qui est responsable de la pourriture grise, et engendrer de gros dégâts. Donc, comme l'a dit Christian, effectivement, on a des solutions pour lutter contre ces tordeuses. Ce sont des insecticides classiques, voilà, qui permettent de réguler les populations fortement, puisqu'on va éradiquer, on va chercher vraiment l'éradication des chenilles ou des œufs, en fait. On a plutôt des larvicides ou des ovicides sur les insecticides, avec toutes les problématiques bien sûr, qu'on entend par l'utilisation de ces insecticides. Voilà donc des dégâts, là c'est des photos qu'on a prises sur le terrain. Vous voyez donc cette chenille là d'Eudémis. Vous voyez aussi les foyers que ça peut générer, là où les baies ont été perforées, c'est la photo du milieu. On voit le développement de la pourriture grise sur les baies, et puis parfois, dans certains cas, si vraiment l'attaque est forte, on a des grappes entières qui vont être colonisées ensuite par le botrytis. Et vous savez que le botrytis est une maladie qui va non seulement faire perdre du rendement, mais surtout, il faut très peu en fait de botrytis dans une cuve pour avoir des mauvais goûts, voilà, et des conséquences organoleptiques importantes sur les vins. Donc c'est vraiment une maladie qu'on essaye d'éviter au maximum. Alors, l'idée pour réguler ces ravageurs, c'est de travailler donc sur la confusion sexuelle. Comment ça se passe normalement dans la nature, le mâle que vous voyez en haut, là, en train de voler, va être attiré par la femelle. Il va retrouver la femelle grâce à des phéromones que celle-ci va émettre dans l'air, en fait. Donc, ce sont des molécules qu'il est capable de reconnaître. Et il va être attiré donc, par cette espèce de tracé, de chemin chimique, pour retrouver la femelle et s'accoupler. Voilà, donc c'est assez simple. Et l'idée en fait de la confusion sexuelle, c'est de se dire, voilà, si on connaît ces molécules qui permettent à la femelle d'attirer le mâle, est-ce qu'on ne pourrait pas les synthétiser et les diffuser en grand nombre sur la parcelle? Et l'idée, c'est de se dire, voilà, si en fait le mâle se retrouve dans une atmosphère saturée en phéromones voilà, attractives, il ne va plus pouvoir retrouver le chemin pour trouver une femelle et s'accoupler. Voilà, l'idée, c'est vraiment de la confusion. Il ne peut plus retrouver les femelles. Et donc, qui dit pas d'accouplement, dit pas d'œufs, donc pas de chenilles et pas de dégâts. Et on va limiter aussi les populations, bien entendu, puisqu'il y a moins de reproduction. Donc, on est vraiment sur l'idée de jouer sur les interactions, les équilibres de la population de ravageurs. Donc, vous voyez, l'idée est assez simple. Et elle a été mise en place quand même il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années dans le vignoble.
avec une mise en œuvre aujourd'hui qui est relativement maîtrisée. Alors ça n'a pas été toujours le cas, hein, au tout début, bien entendu, la confusion sexuelle ne s'est pas faite comme ça en un jour. Il a fallu trouver les bonnes molécules, savoir les synthétiser à l'identique et trouver les bons diffuseurs pour permettre ce nuage de phéromones pour permettre cette confusion. Alors voilà les exemples d'outils qui sont mis en œuvre pour pratiquer la confusion sexuelle. Donc vous allez retrouver ce qu'on appelle les diffuseurs passifs, c'est les photos en haut. Là, on va trouver donc notamment les RAC de la société BASF et puis aussi la société Isonet, plus récemment arrivée là, sur le marché, où ce sont des lacets qui vont être mis sur les rameaux. Et les RAC, les diffuseurs, là, sont mis sur les fils de palissage. Il faut à peu près 500 diffuseurs par hectare pour avoir ce nuage de confusion. Et donc, ces diffuseurs vont émettre les phéromones. En fait, ils sont imprégnés, ou dans les petites capsules là, que vous voyez sur les racks, on a les phéromones spécifiques. Et ils vont les diffuser de façon passive pendant toute la saison, du début de la saison jusqu'à la fin de la saison, pour vraiment contrôler les différentes générations de tordeuses. Alors, il y a quelques nouveautés aujourd'hui, depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle les checkmate puffers, là, c'est donc les photos que vous avez en dessous, où là, on est sur des bonbonnes en fait sous pression, c'est des diffuseurs actifs, et ils sont programmés pour diffuser de façon régulière des nuages de phéromones. Donc voilà, avec un petit programme informatique. L'idée là, c'est qu'on a une diffusion qui est un peu plus contrôlée, c'est-à-dire que les diffuseurs vont se déclencher qu'au crépuscule en fait, au moment où les tordeuses volent en fait, où on a le vol des papillons, et pas dans la journée par exemple. L'idée aussi, c'est qu'on diffuse toujours la même quantité de phéromones, là où sur certains diffuseurs, en fait, la diffusion va décroître lentement au fur et à mesure de la saison. Là, pour ces outils-là, on a un nuage standard qui est pulvérisé. Voilà. Et là aussi, on est sur moins de diffuseurs, puisqu'on est à 4-5 diffuseurs par hectare. Voilà donc pour les outils qui sont mis en œuvre aujourd'hui sur cette confusion sexuelle. Au niveau des possibilités, on se pose aussi la question, il y a des sociétés qui travaillent sur de la pulvérisation des phéromones en profitant par exemple d'un traitement anti-mildiou ou anti-oïdium par exemple, voilà, sur les champignons de la vigne. On pourrait très bien pulvériser les phéromones à certains moments dans la saison en profitant voilà, de l'apport d'autres traitements. Et donc, bien sûr, tout ça, toutes ces méthodes qui sont mises en œuvre là, permettent la limitation de l'usage d'insecticides contre les tordeuses. Alors, pas obligatoirement totalement d'insecticides sur la saison, puisque vous savez qu'en vigne, on a la cicadelle de la flavescence dorée, qui est un insecte vecteur de la flavescence, qui est un parasite de quarantaine. Et dans certains secteurs, on est obligé d'appliquer certains insecticides, bien sûr, pour lutter contre cette cicadelle. Donc, même si on a de la confusion sexuelle sur les parcelles, on doit parfois mettre un insecticide contre la cicadelle. Mais dans la grande majorité des cas, ça permet de limiter vraiment l'utilisation des insecticides, en tout cas anti-tordeuses. Voilà, comme je vous l'ai dit, donc cette solution elle est bien maîtrisée, elle fonctionne bien. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour savoir voilà, le nombre de diffuseurs, les types de phéromones, etc. Mais aujourd'hui, elle marche bien. Et on connaît bien aussi les facteurs d'efficacité, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut que la lutte soit collective, il faut poser les diffuseurs en même temps, travailler à des échelles qui sont plus grandes que celles de la parcelle, en fait, l'échelle de l'îlot. Donc ça veut dire on va travailler sur 2 à 5 hectares de vignes minimum pour avoir une confusion. C'est très important donc que des viticulteurs voisins travaillent ensemble, se mettent d'accord pour utiliser cette lutte. Et donc, on peut grouper les pauses, ce que je vous ai dit, et aussi avoir des actions collectives dans le vignoble pour homogénéiser cette lutte et permettre vraiment une bonne confusion du vignoble. Donc c'est vraiment un exemple positif d'un moyen de biocontrôle. Aujourd'hui, la confusion sexuelle est classée comme produit de biocontrôle. Effectivement, il est vraiment un bon exemple de réussite et aussi j'allais dire de philosophie, parce que vous voyez, on va travailler sur la gestion des équilibres, on n'est pas sur de l'éradication, comme on disait en préambule. On a des profils qui sont peu impactants et c'est vraiment un bon exemple d'utilisation de produits de biocontrôle. C'est aussi une solution qui est en croissance, puisque la confusion est de plus en plus utilisée. Chaque année, les nombres d'hectares confusés augmentent. Aujourd'hui, on est à peu près à plus de 100 000 hectares confusés, ce qui fait un peu plus de 10% du vignoble, ce qui est déjà pas mal. Et l'objectif, d'ici 2025, ça serait de passer à 30% du vignoble confusé.
Voilà, sur la confusion sexuelle, il y a des perspectives, bien sûr, il y a des travaux en dehors de la confusion sexuelle, mais sur l'utilisation des molécules odorantes pour lutter contre les ravageurs, notamment à l'UMT 7, notre collègue Denis Thierry, qui travaille à l'INRAE, travaille sur différents types de projets. Notamment, on peut citer le projet Ferrotrac, où l'objectif est de mesurer justement les phéromones qu'on utilise dans la confusion sexuelle pour valider, si vous voulez, le taux de phéromones qui est diffusé sur les parcelles et pouvoir, au cas où, voir certaines zones blanches ou certaines zones où on a moins de phéromones, parce que bien sûr les diffuseurs parfois, s'ils sont dans des courants d'air, des choses comme ça, on a peut-être des diffusions de phéromones qui sont plus difficiles à maîtriser. Et l'idée en fait c'est d'avoir des capteurs qui permettraient sur le terrain de savoir un petit peu où on en est en termes de présence de phéromones et de bien valider la confusion sexuelle sur les parcelles. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure aussi de la cicadelle de la flavescence dorée. On aimerait bien aussi pouvoir réguler ce ravageur. Et là, par contre, au niveau de l'accouplement et de la recherche des femelles par les mâles, on passe pas par ces molécules odorantes, on passe par des vibrations en fait. Les femelles émettent des vibrations. Et aujourd'hui, il y a des travaux qui se font notamment en Italie sur de la confusion sonore. Donc là, on n'est plus sur des molécules olfactives, on est sur des vibrations. Et il y a des chercheurs qui travaillent pour créer des vibrations artificielle pour gêner cette reproduction. Voilà. Bon, ça serait une autre histoire, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais vous voyez que cette philosophie, cette idée de jouer sur les populations, sur les interactions, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps et qui vraiment répond aux besoins de l'agroécologie. Voilà sur la confusion sexuelle. Maintenant, je vais vous parler donc d'un autre projet complètement différent, là, cette fois-ci, mais qui a toujours attrait aux molécules odorantes qui sont émises cette fois-ci par la vigne, non pas par les insectes. Et cette idée, en fait, c'est d'utiliser les composés organiques volatiles, ce qu'on appelle les COV, qui sont émis par la vigne, pour mieux utiliser les stimulateurs des défenses au vignoble. Donc, très rapidement, un rappel sur les stimulateurs des défenses. En fait, les stimulateurs des défenses sont des produits qu'on va appliquer sur la vigne pour activer ses propres défenses. En fait, la vigne est capable de se défendre contre les pathogènes et les ravageurs, mais elle n'est pas toujours capable de mettre en place au bon moment ces actions de défense. Donc, l'idée, c'est de la stimuler avec des produits spécifiques, d'activer ses défenses et de permettre ensuite aux ravageurs à la plante de résister aux attaques ultérieures des ravageurs ou des pathogènes. Alors ces produits sont très intéressants, ils sont bien sûr listés très souvent, c'est un mode d'action qu'on retrouve notamment dans les produits de biocontrôle. Le souci, nous, qu'on a sur le terrain, c'est que ils fonctionnent très bien au laboratoire, en serre, mais quand on passe sur le terrain, on a comme une sorte de verrou, en fait, les résultats sont moins concluants. On a du mal à faire fonctionner ces produits-là sur le terrain pour avoir une bonne efficacité, notamment contre les maladies. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir des outils pour savoir un petit peu comment mieux utiliser ces produits et comment optimiser leur usage au vignoble. C'est pour ça qu'on a pensé donc, dans ce projet Codévi SDP qui était financé donc, par le ministère de l'Agriculture. L'idée, c'était de se dire, est-ce que des composés organiques volatiles pourraient être des marqueurs de l'activité des défenses de la vigne? En fait, comme je vous l'ai dit juste avant, les stimulateurs des défenses, ils ont deux actions. La première action, c'est de stimuler les défenses, et la deuxième, c'est indirectement, grâce aux défenses, lutter contre les ravageurs et les maladies. Et nous, l'objectif, c'était de savoir si déjà on était capable au vignoble de voir facilement, de mesurer facilement cette mise en place des défenses. Donc l'idée, c'est de passer par ces composés qui sont émis par la vigne, en se disant, la vigne, lorsqu'on va appliquer un stimulateur des défenses, on va la stresser, on va activer ses défenses et elle va peut-être émettre un bouquet spécifique de molécules qui font que elle va envoyer une sorte de message pour dire je mets en place mes défenses grâce à ces molécules-là. Donc on a travaillé avec l'INRA de Dijon, l'Université de Bordeaux et un laboratoire du CNRS spécialisé sur les mesures de composés organiques volatiles pour tester en fait l'utilisation de ces COV comme marqueurs en testant l'application d'un SDP pour protéger la vigne contre le mildiou. Donc au laboratoire, donc sur des petites boutures en serre, on a appliqué donc des stimulateurs des défenses. On a mis ensuite la vigne dans des petites serres, donc dans une atmosphère confinée. On a mis un petit capteur qu'on appelle un twister. Vous avez la photo là en haut à droite.
Et ce capteur est capable de coller en fait les composés organiques volatiles qui sont dans l'air, il va les emprisonner. Donc la vigne va émettre des COV qui vont se coller sur le capteur, et ensuite on récupère ce capteur qu'on va analyser au laboratoire avec des machines spécialisées pour avoir la quantité et la qualité des différents COV qui sont capturés. Au vignoble, on a fait la même chose. Alors, vous voyez, c'est un petit peu artisanal, hein. Dans des boules à thé, on a mis nos petits capteurs et on les a mis au cœur du feuillage, vraiment à l'intérieur, vous voyez, au niveau de la zone des grappes, au milieu des feuilles, pour se dire, ben voilà, si les feuilles et les grappes émettent des COV, on est vraiment très prêt pour pouvoir les capter. Et vous voyez aussi au vignoble, ensuite, hein, comment ça peut se présenter. Là, on a ensaché. C'était la dernière année du projet. On a ensaché des rameaux dans lesquels on a mis les capteurs pour avoir en fait une petite atmosphère confinée au vignoble. Alors les résultats de ces travaux nous ont montré qu'en serre, effectivement, on retrouve bien un bouquet de COV émis spécifiquement lorsqu'on va appliquer un stimulateur des défenses sur la vigne. C'est-à-dire que la vigne va vraiment émettre des molécules qui traduisent son état de mise en place des défenses. Voilà ici vous avez quelques schémas des molécules qui ont été retrouvées. C'est des molécules qui sont connues hein, sur le stress de la vigne, voilà, méthylsalicylate notamment, le farnésène aussi, ce sont des molécules connues, mais qu'on a retrouvées grâce à l'application de SDP. Donc là on était très contents, on a aussi vu une protection partielle du stimulateur de défense qu'on a utilisé contre le mildiou. Et puis on a retrouvé aussi des polyphénols, donc des molécules de défense aussi à l'intérieur des feuilles. Donc on avait une assez bonne corrélation entre l'émission des COV, la mise en place des défenses et puis une certaine protection partielle contre le mildiou. Hélas, au vignoble, ça a été beaucoup plus compliqué. Comme je vous l'ai dit, on a moins capté de COV puisqu'on est dans une atmosphère qui n'est pas confinée. Donc on a eu beaucoup de mal à trouver autant de COV que ce qu'on trouvait au laboratoire. Et aussi, en fait, on a eu beaucoup de différences entre les jours de collecte, c'est-à-dire que d'un jour à l'autre, on pouvait avoir des paysages olfactifs qui changeaient et qui étaient beaucoup plus différents finalement que les différences entre les modalités traitées ou non avec un stimulateur des défenses. Donc ça a été beaucoup plus compliqué pour voir quelque chose. Et puis la protection aussi contre le mildiou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on passe sur le terrain, notre stimulateur des défenses, il est moins efficace que ce qu'on voit au laboratoire. Donc on a travaillé jusqu'à la dernière année sur des modifications de méthodes de capture et sur les rameaux ensachés, on a retrouvé quelques COV qu'on voit ici au laboratoire, mais on n'a pas réussi à faire, si vous voulez, la corrélation entre les trois outils, c'est-à-dire l'outil COV, on mesure des composés organiques, on mesure des molécules de défense et une protection contre le mildiou. On n'a pas réussi encore à aller jusque-là au vignoble. Voilà, donc les perspectives pour travailler, pour continuer ce projet, puisqu'on commence juste, c'est un peu nouveau de s'intéresser au paysage olfactif de la vigne et ce qu'elle émet dans la saison. Ça serait peut-être d'améliorer la méthodologie, peut-être travailler sur des capteurs un peu différents que des capteurs passifs, par exemple des nez électroniques. Vous allez voir tout à l'heure, Philippe va vous parler de ces outils qui sont en cours de développement. Et puis aussi multiplier les mesures, on n'a peut-être pas fait assez de mesures, il faudrait mieux connaître en fait le paysage olfactif de la vigne en général, et les candidats stimulateurs des défenses. Voilà, pour terminer, d'autres applications, bien sûr, ce serait la connaissance de la signature olfactive de la vigne en général, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en général au vignoble, quels sont les COV qui sont les plus souvent émis, et essayer de travailler sur des outils de diagnostic en temps réel, c'est-à-dire être capable de mesurer ces COV, ces modifications ou ces variations, pour pouvoir savoir ce qui se passe au niveau de la physiologie de la vigne. Et donc, si on se projette en 2035, on pourrait se dire, voilà, un viticulteur qui est connecté avec un smartphone ou voilà, un outil numérique pourrait, grâce au capteur qu'il a disséminé dans son vignoble, pouvoir mesurer un petit peu ce paysage olfactif et être capable de dire, tiens, est-ce que ma vigne est malade? Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'elle est au contraire en bonne santé, en croissance, grâce au COV qu'elle émet? Est-ce qu'il y a des maladies ou des ravageurs qui se développent? Voilà, on peut mesurer des phéromones, on peut mesurer peut-être aussi des réponses de stress de la vigne face à des bioagresseurs. Et surtout, quels moyens d'action je peux envisager? Est-ce que je peux utiliser d'autres COV? Est-ce que je peux appliquer des phéromones pour déplacer ces différents équilibres que je serais capable de mesurer? Donc voilà, ça c'est un petit peu, si vous voulez, notre liste au Père Noël par rapport à la recherche en amont pour pouvoir avoir des solutions comme ça, vraiment, j'allais dire, très
très simple et très utilisable, très rustique, voilà, pour que le viticulteur puisse mettre en œuvre des solutions alternatives pour protéger son vignoble. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole à peut-être Christian. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation et extrêmement claire sur ce qui se fait aujourd'hui et aussi des ouvertures. Donc vous avez le droit, vous qui nous écoutez, de poser des questions. Donc il y a un chat qui est disponible et donc des questions-réponses, pardon. Il y a un chat d'une part et des questions-réponses. Et donc vous n'hésitez pas, on aura une séquence longue de questions-réponses où nous les reprendrons. Et donc, deuxième regard sur cette question, en se projetant sur des temps longs, c'est Philippe Lucas qui va nous donner sa lecture de cette situation. Et Philippe nous a dit qu'avec un peu de chance, sa présentation ne planterait pas son ordinateur. Et donc, j'espère, on croise tous les doigts. Et on va voir si 98 personnes qui croisent les doigts, ça marche ou pas. Meublé, je vais poser la question qui est posée sur le chat et qui était destinée à Nicolas, c'est est-ce que le vent peut gêner l'efficacité des phéromones au champ? Et donc, en gros, l'efficacité de la confusion sexuelle peut-elle être impactée par les conditions météorologiques et le vent? Ça serait une question aussi pour Ouais. Mais... Ouais, alors ça va être difficile pour moi de répondre en cours de route, mais la question est bonne et oui, la réponse est oui, forcément. Je vais en parler très brièvement, mais je vais en parler un petit peu et on reviendra dessus le cas échéant. Je suis désolé, je n'arrive pas à partager. Moi, je vois mon écran partagé. Nous aussi, on voit ton écran partagé, en fait. Bon, ok, donc ensuite... Sinon, dans les questions pour Nicolas, il y en avait sur la sélectivité des molécules et en particulier, est-ce qu'on a des données sur les effets des phéromones sur les autres insectes et sur l'humain? Avec cette question-là. Alors, pour en avoir discuté avec Philippe, quand on a préparé la présentation, c'est des questions qui reviennent souvent vraiment sur phéromones, puisqu'elles sont envoyées voilà, dans le vignoble, comme ça, en se disant peut-être qu'il y a des effets secondaires de ces phéromones. Il faut savoir que ce sont des molécules, mais Philippe va le redire après, c'est des molécules très, très spécifiques, en fait. Vous voyez même qu'on n'a pas les mêmes phéromones, par exemple, pour Eudémis que pour Cochilis. Pourtant, on est sur des lépidoptères. C'est bon, Philippe, on l'a. C'est pas vrai. Si, c'est bon. Ah, génial, parce que maintenant, il faudrait que tu fasses CTRL pour l'avoir en plein affichage. Mais on va laisser Nicolas finir sa présentation. Oui, Philippe reviendra dessus, mais voilà, c'est vraiment des molécules extrêmement spécifiques. On fait vraiment la synthèse spécifiquement de ces molécules aussi. C'est vraiment des copies à l'identique. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des perturbations des autres lépidoptères, par exemple, avec ces molécules. Merci Nicolas. Donc, il y avait d'autres questions, mais on les prendra tout à l'heure. Voilà. Je peux quand même dire, les phéromones, c'est des composés qui assurent la communication intraspécifique et en particulier qui assurent un isolement interspécifique. Donc, deux espèces d'insectes utilisent forcément des phéromones différentes. Elles peuvent être différentes par les proportions relatives des composés, c'est plus souvent par la nature des composés, mais les phéromones sont toujours différentes. Il y a toujours au moins un composé minoritaire. Donc l'utilisation des phéromones, le blocage de la communication phéromonale est toujours un moyen de lutte ultra spécifique. Par ultra spécifique, j'entends sur une espèce d'insecte. Ça veut dire qu'on va ni toucher les vertébrés, les mammifères, les oiseaux, la faune aquatique, ni toucher des insectes utiles, les auxiliaires, les insectes qui assurent la pollinisation ou qu'on utilise beaucoup pour la lutte biologique. Là, on a un effet qui est ultra comment dirais-je, ultra spécifique. Voilà, très grande sélectivité. J'essaye de meubler, mais alors moi c'est terrible. Et donc maintenant tu peux y aller. Voilà, je suis Philippe Lucas, je travaille à INRAE de Versailles et je m'intéresse à la physiologie de l'olfaction chez les insectes. Alors bon, je suis ravi d'être ici, même si ça a été un petit peu compliqué. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi nos travaux dans ce domaine de la physiologie de l'olfaction chez les insectes, elles nous permettent d'imaginer l'agriculture de 2035. Et je vais essayer de vous montrer comment l'olfaction des insectes offre de nouvelles cibles pour le biocontrôle, mais aussi comment elle est source de bio-inspiration. Voilà. Alors, donc là, je suis sur une diapo. Pourquoi? Oui, c'est ça.
Donc, pourquoi étudier l'olfaction des insectes à INRAE? Tout simplement, mais ça on l'a déjà entendu, merci Christian pour l'introduction et ensuite Nicolas l'a très bien développé. L'olfaction, c'est une modalité sensorielle qui est vraiment essentielle dans le déterminisme d'un grand nombre de comportements des insectes qui sont liés à la reproduction, à l'alimentation, à la défense. Et ça leur permet de s'orienter vers des sources d'odeur avec vraiment une efficacité qui est unique, hein, unique dans le règne animal et qui contribue vraiment à leur succès adaptatif. Et dans ce cadre, l'écologie chimique des insectes, c'est une discipline qui va expliquer les processus qui sont à la base des relations intraspécifiques, c'est-à-dire la communication phéromonale, et puis également des relations interspécifiques, c'est-à-dire entre des niveaux trophiques différents, c'est la phytophagie, le parasitisme, la pollinisation. Cette écologie chimique s'appuie sur des méthodes de physico-chimie pour le prélèvement et l'identification des molécules signales, puis ensuite sur la neurothéologie et la génomique fonctionnelle pour comprendre comment l'insecte va percevoir et intégrer cette information chimique. Alors, ces travaux, ils ont tout à fait leur place à INRAE parce qu'ils sont la base de méthodes de biocontrôle qui sont, on en a déjà entendu parler, qui sont basées sur l'utilisation de ces médiateurs chimiques. L'idée, c'est pour perturber à notre avantage les comportements des insectes phytophages. Alors, c'est le piégeage olfactif pour de l'avertissement agricole, c'est-à-dire où et comment utiliser de la meilleure façon qui soit des traitements phytosanitaires ou du biocontrôle. C'est du piégeage de masse, c'est de la confusion sexuelle, c'est des stratégies push-pull comme montré en bas. C'est une approche de lutte biologique qui consiste à repousser les insectes ravageurs d'une culture d'un côté, et puis de les attirer vers la lisière d'un champ. Voilà. Donc, énormément d'applications en biocontrôle qui sont basées sur ces utilisations d'odeurs. Donc, diapositive suivante, merci. Donc, une odeur, ça se caractérise, mais ça c'est bien connu, alors c'est dommage, j'ai plus l'animation, mais par sa nature, donc de son ou de ses constituants, parce qu'une odeur, ça peut être un mélange de constituants, par leur concentration, mais aussi par leur temporalité. C'est ce que j'ai voulu illustrer sur le schéma du haut. C'est vrai qu'en conditions naturelles, le panache d'odeur, il est vraiment modifié profondément par les turbulences atmosphériques. Il est constitué de filaments et de bouffées d'odeur qui ont des durées, des intensités, des espacements très variables, et puis des poches d'air dénuées d'odeur. Et dès que la distance à la source dépasse sur 1 à quelques mètres, la turbulence gomme des gradients de concentration que l'insecte pourrait utiliser pour s'orienter, et la détection des molécules odorantes, donc du signal, devient intermittente. Du coup, le comportement d'orientation de l'insecte en vol, il est guidé uniquement par la dynamique des détections d'odeur. Hein. C'est un vrai challenge de s'orienter vers une source d'odeur. En plus, ces phéromones, elles sont perçues dans un paysage odorant qui est complexe, qui est bruité, qui est changeant, et qui donc peut significativement affecter le comportement de l'insecte. Et donc, on s'aperçoit que voilà, l'insecte, il est vraiment face à un vrai challenge, et pourtant, les insectes, ils montrent des capacités vraiment exceptionnelles de localisation de sources d'odeur. Dans le cadre de la communication phéromonale chez les papillons de nuit, on peut avoir des insectes qui s'orientent et qui trouvent la source de phéromone, c'est-à-dire la femelle qui émet sa phéromone, à plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Hein. Et donc ça, c'est meilleur que toutes les technologies qui sont actuellement disponibles. Ça repose sur des performances exceptionnelles du système olfactif des insectes en termes de sensibilité, sélectivité, rapidité, hein, et aussi sur des capacités qu'on ne comprend pas encore très bien de traitement d'une information très complexe au niveau du cerveau de l'insecte. Alors, je passe à la diapo suivante. Donc, dans notre institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris, donc ça s'appelle IES Paris, auquel j'appartiens, on étudie sur différents modèles d'insectes phytophages les bases moléculaires et neurobiologiques des sens chimiques, c'est-à-dire l'olfaction et la gustation, c'est ça les sens chimiques. Et nos travaux ils sont de comprendre comment les insectes ils perçoivent leur environnement chimique et quel rôle jouent ces signaux chimiques. Et pour cela, on développe des approches du gène au comportement. Donc, si vous prenez à droite le petit schéma circulaire, ça part de l'étude du paysage chimique pour en extraire les signaux pertinents pour les insectes. Ensuite, on décrypte les mécanismes de la réception de ces signaux par les organes périphériques, l'entraîne,
c'est le nez de l'insecte, la trompe, c'est sa langue. Puis la transduction de l'information chimique en activité électrique, encodée par les neurones, activité qui est ensuite intégrée dans le cerveau de l'insecte pour donner une valence positive, c'est-à-dire le signal devient attractif, ou une valence négative, le signal est répulsif. Et puis enfin, on analyse les effets de ces signaux chimiques sur les comportements des insectes dans leurs relations intra-interspécifiques. Donc tous ces travaux, ils nous fournissent un socle de connaissances très amont pour des applications en biocontrôle qui sont fondées sur la modification des comportements olfactifs des insectes. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, la compréhension des acteurs moléculaires qui est impliquée dans la détection des odeurs chez les insectes, les fourmis, déjà, première piste prometteuse pour le biocontrôle. On en a parlé déjà dans les questions. Hein, on a affaire à des récepteurs qui sont extrêmement spécifiques puisqu'ils détectent des molécules très particulières, très spécifiques d'une espèce d'insecte donnée. Hein. Et là, je vais vous parler tout particulièrement d'une nouvelle approche qu'on développe au laboratoire qui est l'écologie chimique inverse. Alors, ah oui, la diapo est passée, merci. Donc les insectes, je l'ai déjà rapidement évoqué, ils détectent grâce à leurs récepteurs olfactifs une diversité de composés volatiles qui sont présents dans l'environnement, hein, dans lequel ils évoluent. Et dans cet environnement chimique, il y a des molécules qu'ils utilisent pour des activités vitales, comme l'identification de sources de nourriture. Ça va être par exemple les composés émis par une plante hôte, ou pour la détection de phéromones sexuels en vue de retrouver le partenaire sexuel. Donc identifier les signaux chimiques qui ont un effet attractif ou répulsif, c'est vraiment un enjeu majeur pour manipuler le comportement des insectes nuisibles à des fins de biocontrôle. Alors la démarche classique, par classique j'entends, l'écologie chimique c'est une discipline qui existe, moi je la connais pas parce que je travaillais déjà dans le domaine, mais ça existe depuis les années 70, d'accord? C'est très long, hein, évidemment, pour arriver à toutes ces applications qu'on a déjà entendues et que je vais mentionner par la suite. Donc la démarche classique d'identification des odorants détectés par une espèce d'insecte, elle nécessite classiquement tout un tas d'approches analytiques pour identifier les composés, d'électrophysiologie pour vérifier leur activité, d'analyse du comportement. Et c'est un processus qui est très chronophage, qui est très cher, qui ne permet pas de tester énormément de molécules odorantes. Et le problème de cette approche très classique, c'est que de nombreux récepteurs olfactifs, hein, les OR, chez les insectes, ils sont identifiés d'un point de vue moléculaire, mais leur fonction reste inconnue, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas leur ligand. L'écologie chimique, vous êtes en avance d'une diapo là, l'écologie chimique inverse, c'est un concept récent de criblage des odorants. Donc, il part en fait des OR, des récepteurs olfactifs qui sont exprimés dans une espèce donnée pour identifier leur ligand et rechercher ensuite des composés qui vont perturber spécifiquement le fonctionnement de ces récepteurs. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, pourquoi cibler les récepteurs olfactifs d'insectes? On va lire la diapo de gauche à droite. À gauche, ce qu'on voit, c'est que les récepteurs olfactifs des insectes, ils sont très différents, très divergents de ceux des vertébrés. Ils sont très divergents par leur séquence d'acides aminés, ils ont une origine phylogénétique très différente, mais ils sont également très différents par leur fonctionnement. Ensuite, ce qu'on voit en deuxième, c'est qu'il y a énormément de divergences déjà au sein des insectes, énormément de divergences des récepteurs olfactifs. Donc on voit que voilà, ces récepteurs olfactifs, c'est des protéines qui sont très spécifiques d'une espèce. Et donc modifier leur fonctionnement, ça laisse augurer l'absence d'effets collatéraux sur voilà, des insectes voisins, des insectes bénéfiques ou tout autre organisme vivant, tout autre animal de l'écosystème. Et à droite, ce qu'on voit, c'est que les récepteurs olfactifs, ils appartiennent à une très grande famille qui s'appelle les GPCR. C'est les récepteurs couplés aux protéines G. Et là, il existe un énorme savoir-faire en pharmacologie, énormément d'agents pharmacologiques de notre pharmacopée. Ils appartiennent, enfin, ils jouent sur des GPCR. Et donc, on a tout un savoir-faire dans la communauté scientifique pour bloquer le fonctionnement de GPCR. Donc, l'objectif, là, c'est vraiment d'avoir des perturbateurs spécifiques de la détection du signal chimique pour avoir des attractifs, des répulsifs ou des bloquants. Et donc, des acteurs qui soient plus actifs, plus économiques et plus écologiques. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Donc, d'un point de vue méthodologique, alors on va se focaliser sur des récepteurs qui sont impliqués dans des comportements clés, hein, en lien avec l'alimentation ou en lien avec l'alimentation ou la reproduction, excusez-moi. Et l'approche qu'on va utiliser, ça va être une approche de modélisation qui sera soit guidée par les ligands, c'est-à-dire qu'on va partir de quelques ligands déjà connus et on va modéliser à partir de tout le champ des possibles, tout l'univers des ligands possibles. On va rechercher des ligands qui auraient des structures communes à ceux qui ont déjà été montrés comme actifs, ou alors on va partir cette fois-ci des récepteurs, et on va chercher également dans tout l'univers des récepteurs qui sont connus du point de vue moléculaire, mais pas identifiés du point de vue fonctionnel. On va chercher des récepteurs qui ont des similitudes en termes, par exemple, de poche, de liaison, des odorants. Hein. Et donc, l'avantage ici, c'est que par rapport à l'écologie chimique classique, dans laquelle on peut tester une toute petite gamme d'odorants écologiquement pertinemment, hein, c'est-à-dire classiquement une dizaine, voire une centaine d'odorants, et bien là, on va pouvoir tester virtuellement des centaines de milliers d'odorants. Et donc, on ouvre et on accélère le champ des possibles pour retrouver des sémiochimiques, donc des composés volatiles actifs sur les récepteurs olfactifs. D'accord ? Et donc, une fois qu'on a des prédictions de molécules actives, eh ben on va valider par l'électrophysiologie d'abord et par le comportement ensuite, les effets de ces molécules qui vont, si elles sont actives, être des olfacticides, c'est-à-dire des molécules qui pourront être utilisées pour bloquer ou perturber tout au moins le comportement des insectes dans des comportements clés pour leur survie. Voilà, diapo suivante s'il vous plaît. Alors, je voulais mentionner certains travaux qui sont inspirés des performances olfactives des insectes et en particulier le développement de robots traqueurs d'odeur. Donc la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, je vous l'ai déjà dit, c'est dans le cadre de la communication phéromonale chez les papillons de nuit que les seuils de sensibilité olfactive les plus bas ont été observés. Alors là, ils sont classiquement évalués de l'ordre de 10-18 molaires. 10-18 molaires. On n'a pas trop l'habitude de ces ordres de grandeur. C'est-à-dire que en fait, on considère qu'une molécule de phéromone peut activer électriquement un neurone. On a la sensibilité ultime qu'on peut comparer à la sensibilité visuelle, un photon qui active un récepteur, un photorécepteur. Alors, en bas à gauche, j'ai représenté une technique d'électrophysiologie qui s'appelle l'électroanténographie, qui permet de capter avec des électrodes la réponse électrique de l'antenne, hein, c'est le nez de l'insecte, au stimuli odorant. Et donc, avec cette technique, on enregistre la réponse à un stimulus qu'on envoie sur l'antenne de l'insecte. Et dès que le stimulus est détecté par l'insecte, par l'insecte dont on enregistre l'activité antennaire, eh ben on va mesurer une dépolarisation de quelques millivolts et dont l'amplitude est proportionnelle à la sensibilité de l'insecte à l'odorant testé. Alors, cette réponse EAG, elle est très, très utile pour analyser les profils de sensibilité olfactive des insectes. Mais elle a d'autres avantages. Cette réponse, elle est très spécifique. Hein. On va vraiment avoir une réponse à un composé et pas à un autre parce que l'insecte, il va répondre à certains composés. C'est une réponse qui est très sensible. Hein. Les doses que je vous ai mentionnées, 1, 10, 100 et 1000 nanogrammes, c'est les doses de quantité de produits déposés sur un papier filtre sur lequel on souffle, mais au final, on sait que c'est quelques picogrammes qu'on envoie vers l'antenne. Donc, c'est vraiment des quantités très, très faibles. On a un système qui est très sensible. On a également un système d'enregistrement qui est gradué. L'amplitude de la réponse dépend de l'intensité ou de la dose en matière du stimulus. Et enfin, une réponse qui est dynamique, il n'y a pas de latence dans son apparition ou sa disparition. Donc, sur la droite, maintenant, on s'est dit, ben voilà, on a une antenne d'insecte qui est un super détecteur biologique d'odeur.
Et puis, on a une technique d'enregistrement qui est extrêmement performante. Et donc, on a combiné les deux. On a tiré parti des performances de l'antenne et l'électroanténographie pour concevoir un robot tracker d'odeur. Donc, en fait, c'est un robot mobile sur lequel est maintenu en contention un papillon de nuit. Et on enregistre, papillon de nuit vivant, bien sûr, on enregistre les réponses EAG de ce papillon au panache de phéromones qui est émise d'une source positionnée à quelques mètres en amont d'un courant d'air. Et les réponses EAG, enregistrées sur cet insecte, elles alimentent un modèle de neurones cérébraux, une espèce de cerveau artificiel de l'insecte. Et on a une activité cérébrale virtuelle qui est traduite en commande d'orientation du robot. Voilà. Un peu compliqué, mais finalement, ce qu'on a observé, c'est que dans l'immense majorité des cas, le robot était capable de trouver la source de phéromones à plusieurs mètres. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Et puis, ça nous a permis également cette approche de tester des algorithmes d'orientation qui sont inspirés, c'est pour certains, des stratégies d'orientation olfactive des insectes. Et on a pu montrer qu'une orientation efficace, elle peut reposer sur un modèle simple de neurones, voilà, sur un algorithme simple. Voilà. Il y a diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, maintenant, je vais vous parler d'une autre source d'inspiration de l'olfaction chez les insectes pour… Attention, ça fait déjà 17 minutes que tu parles, Philippe. D'accord, c'est la dernière partie. Ok, donc je vais essayer de ne pas traîner. Donc, voilà, l'idée, c'est, voilà, je vais pas revenir sur le fait que les insectes détruisent des cultures. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il est important d'avoir une détection précoce des insectes, surtout quand c'est des insectes invasifs ou même des natifs, mais qui peuvent montrer des populations. Et donc, une détection précoce, ça permet de mettre en place une action optimale avant que l'infestation s'installe et des stratégies de biocontrôle ciblées. Et là, on s'est dit, on a la phéromone. Donc, beaucoup d'insectes communiquent par phéromone, et cette phéromone, c'est un signal qui est ultra spécifique d'une espèce. Et finalement, c'est un signal qui indique la présence de l'espèce à un endroit donné, à un moment donné. D'accord? Et puis, la détection des phéromones chez les insectes, elle est basée sur des récepteurs uniques en termes de sensibilité et de spécificité. Et donc, l'idée, c'était de concevoir, ici, dans le cadre d'un projet, un appel à projet Cultiver, Protéger Autrement, concevoir des capteurs qui sont bio-inspirés, qui sont basés sur ces performances des récepteurs phéromonaux d'insectes. Voilà, donc diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, l'idée qu'on a suivie, elle est là, pour le coup, on a vraiment une rupture, un changement de paradigme. Classiquement, ce qui a été fait pour identifier la présence d'insectes, c'était d'utiliser des pièges. Par exemple, le piégeage phéromonal. On met un piège avec une phéromone pour attirer l'insecte, et puis les insectes vont venir se coller sur le piège phéromonal. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Et le problème, c'est que ce type de piégeage, ça fonctionne très bien dans certains cas, mais dans d'autres cas, ça pose des problèmes. Ça peut poser des problèmes de taux de diffusion de phéromones qui peut être difficile à maintenir, de qualité de la phéromone qui doit rester stable dans le temps, et puis aussi énormément de travail d'identification, de comptage des captures. Et donc nous, le paradigme nouveau qu'on propose là, donc c'est non pas de piéger les insectes, mais de détecter la phéromone à l'aide de capteurs. Et les avantages, c'est que là, on a une mesure en temps réel des populations d'insectes qui ne cite pas d'identification ou de comptage des insectes. On n'a plus de problème de stabilité phéromonale, de taux d'émission incontrôlé. On ne va pas tirer des ravageurs des zones voisines. Et enfin, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a un procédé générique, qui est indépendant des comportements spécifiques des insectes. C'est-à-dire qu'il y a des insectes qui ont des comportements très particuliers qui nécessitent de développer des pièges très particulier. Là, c'est le même principe générique qui va pouvoir être utilisé à l'aide de ces capteurs. Voilà. Donc, dans la diapo qui est affichée là maintenant, oui, voilà. L'autre idée qu'on voit, c'est que ces capteurs, ils doivent fournir de la précision pour construire des cartes de risque. Cartes de risque, c'est des cartes de probabilité, de densité d'une espèce donnée. Les pièges à phéromones, ils attirent à distance les insectes d'une espèce donnée. Et c'est
en quelque sorte invasif du point de vue du comportement de l'insecte, ça va les déplacer, ça va les attirer, et ça ne permet pas forcément une localisation spatiale hyper précise de ces ravageurs, en particulier des espaces clés comme le sont les zones d'accouplement ou les habitats naturels. Et donc, en cas de traitement, l'agriculteur n'a pas d'autre option qu'un traitement général de la zone de piégeage, hein, y compris là où il n'y avait pas de ravageurs. Avec les capteurs phéromonaux, on a une approche qui n'est pas invasive, hein, et on peut suivre virtuellement, remonter virtuellement le panache d'odeur pour localiser les sources d'émission, donc les insectes qui émettent la phéromone, et pour avoir vraiment un traitement qui va être très localisé, ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Et donc, un traitement phytosanitaire qui va être réduit ou localisé de la meilleure façon possible. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais aller vite, pardon. Donc, à gauche, vous avez l'antenne, l'insecte équipé de soins olfactifs. C'est les structures qui abritent les neurones, qui sont les cellules détectrices des odeurs et qui portent les récepteurs olfactifs. Alors, les récepteurs olfactifs, ils sont plus ou moins spécifiques de un ou plein de composés organiques volatiles. Et les récepteurs phéromonaux, ils ont cette particularité de détecter la phéromone et pratiquement rien d'autre. Et donc, nous, ce qu'on se propose, c'est d'abord de développer des capteurs biologiques, c'est-à-dire de prendre des mouches, des drosophiles, dont on va modifier l'expression des gènes et on va leur faire exprimer des récepteurs de la phéromone d'une espèce ravageur des cultures qu'on veut localiser dans la nature. Et on va exprimer ces récepteurs dans tous les neurones olfactifs de cette mouche qu'on va appeler mouche sentinelle. Et avec l'électroanténographie, ces mouches sentinelles, une fois sur le terrain, vont nous dire ce qu'elles détectent. Et donc, on va avoir un réseau comme ça de mouches sentinelles et des détections en réseau qui vont nous permettre de localiser les sources d'émission. Et puis, ce type de capteur biologique, il va, dans un deuxième temps, nous aider pour concevoir, et là, c'est beaucoup plus ambitieux, des capteurs physiques. Et là, les capteurs physiques, c'est des technologies qui sont très innovantes. C'est des surfaces de diamants de synthèse. Le diamant de synthèse, c'est un matériau qui a des propriétés exceptionnelles. Voilà, ça ne fait pas que briller. C'est un super résonateur et ça a des fréquences de résonance qui vont varier en fonction de l'accrochage de quelques molécules, donc des systèmes qui sont très sensibles pour mesurer des variations de poids de l'ordre de quelques molécules. Et ces variations de poids, elles vont être liées à des récepteurs phéromonaux qu'on va greffer sur ce qu'on appelle la couche sensible, qui est au-dessus du diamant de synthèse. Et donc, comme ça, on a des capteurs physiques qui vont nous permettre de vérifier la présence de phéromones dans la nature. Et ça, c'est des travaux qu'on développe en partenariat avec le CEA et le groupe en particulier d'Emmanuel Scorson. Voilà. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. J'arrive presque à la fin. Voilà. Donc, on développe ces travaux sur plusieurs insectes qui sont des gros ravageurs, qui occasionnent d'énormes dommages, le charançon rouge du palmier, la noctuelle américaine du maïs, le ver du cotonnier, qui sont aussi des espèces invasives, soit en cours d'invasion de l'Europe, soit déjà introduites par exemple pour le charançon rouge du palmier. Mais cette preuve de concept sur ces trois espèces d'insectes, elle suit un principe générique, greffage de récepteurs phéromonaux sur une surface. Et donc là, ce principe générique, il va permettre d'être à terme, 2035, utilisé pour surveiller toutes les espèces d'insectes qui communiquent avec des phéromones, que ce soit des phéromones sexuels ou des phéromones d'agrégation. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et c'est ma dernière diapo. Le champ des possibles de ces capteurs olfactifs, il est encore beaucoup plus large. En fait, il est énorme. Ces capteurs phéromonaux, ils vont pouvoir trouver d'autres applications déjà dans les pratiques agroécologiques. On a parlé de confusion sexuelle, on a parlé de zones blanches. Ces zones blanches, c'est les zones où la quantité de phéromones qui a été diffusée n'est pas suffisante pour désorienter les mâles qui vont pouvoir retrouver leurs femelles. Et les femelles, une fois accouplées, vont pouvoir recoloniser la parcelle
Et voilà, et donc finalement, le bénéfice de la confusion sexuelle est perdu. Donc ces capteurs phéromonaux, ils pourront aider à identifier ces zones blanches et à les limiter. On a parlé aussi, Nicolas a parlé de composés organiques qui sont induits. On sait que les plantes émettent plein de composés organiques en réponse à des stress biotiques, des stress abiotiques. Et par exemple, il y a des composés organiques volatiles relativement précis, qui sont de mieux en mieux connus, qui sont induits par l'herbivorie. Et donc, on a la possibilité, avec les capteurs, également de suivre l'état de la culture et de voir de façon très précoce des effets d'attaque par des insectes herbivores. Et puis enfin, et je vais finir par là, les récepteurs phéromonaux, ils appartiennent à une très grande famille, je vous l'ai montré au départ, très vaste et très divergente, très grande famille de récepteurs olfactifs qui sont uniques en termes de structure, de diversité. On en est à plus de 15 000 séquences déjà disponibles. L'identification de leurs ligands progresse très vite. Ils sont connus pour détecter de nombreux autres composés volatiles que les phéromones. Certains de façon complètement inattendue. Je pense par exemple à des odeurs d'explosifs, à des odeurs de cancer. Et donc le champ des possibles de ces capteurs, il est très large et il pourra non seulement couvrir l'agriculture, l'agroalimentaire, mais également la santé, l'environnement et la sécurité. Voilà. Je suis désolé si j'étais un peu long, c'est probablement l'enthousiasme par rapport à ce que je raconte. Merci je beaucoup. vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Philippe. On a un paysage qui n'est pas que olfactif, qui est aussi visuel et surtout un champ de perspective absolument, enfin presque illimité en fait, en sens où c'est juste un univers dont on découvre la totalité des possibilités. Et donc Florence va partager un certain nombre de questions qui est arrivé, mais je vais utiliser mon privilège d'animateur pour en poser une qui m'interroge. En fait, un insecte lui-même, il émet des odeurs qui ne sont pas que des odeurs liées à sa phase sexuelle. Et quand un macro-organisme cherche à boulotter sa proie, en fait, il se repère aussi par un paysage olfactif? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce que je montrais dans la prédation, par exemple. Ouais. Alors, trouver sa proie ou échapper à son prédateur, ça peut aussi passer par la détection d'odeurs. Oui, tout à fait. D'accord. Là, on n'est plus dans les phéromones, on est dans les composés hétérospécifiques. Alors, Florence, sachant que tu dois allumer ton micro, si tu veux pouvoir partager un certain nombre de questions qui sont arrivées, il y en a beaucoup et elles sont dans des champs extrêmement divers et extrêmement riches. Essayer de les organiser, puis on complétera. Donc, je suis Florence Jacquet et je suis INRAE et directrice du programme prioritaire de recherche Cultiver et protéger autrement. Et donc, il y a un certain nombre de questions sur l'exposé de Nicolas Aveline, en particulier assez technique sur les outils. En particulier, en gros, combien ça coûte, quel est le coût par hectare d'un RAC BASF? C'est une question très pratique, mais voilà. Quels sont les attends, j'ai deux ou trois questions qui vont ensemble. Quel est l'intérêt finalement d'un diffuseur actif par rapport à un diffuseur passif? Et si les racks ne sont pas trop chers, qu'en est-il des checkmate puffers? Voilà les trois questions qui sont liées aux outils de diffusion des phéromones. Alors la première question, le coût, on est entre 150 et 250 € de l'hectare, ce qui est plus cher que des insecticides, ça c'est clair. Mais voilà, alors après, ça commence à se démocratiser, donc je pense que ça sera de moins en moins cher. Et puis il y a aussi parfois, alors je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a eu des moments aussi où ça pouvait être subventionné par certains projets de groupements de viticulteurs pour réduire les insecticides, par exemple. La deuxième question, c'était quelle était la différence entre les checkmate puffers et puis les diffuseurs passifs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, la différence, c'est que ça va apporter des nuages de phéromones de façon plus raisonnée, en fait, plutôt à partir du crépuscule, et toujours avec la même dose. Après, il y a aussi des difficultés, et là, c'est là quand on parle de zone blanche aussi, c'est que là, on a 4 ou 5 diffuseurs. Donc, il faut bien les orienter par rapport au vent dominant pour éviter que les nuages qui sont formés
partent à côté de la parcelle, quoi. Hein. L'idée, c'est d'avoir une couverture homogène. Donc voilà, mais c'est des choses qui sont quand même pas trop mal maîtrisées parce que ce dont je vous parle là, c'est déjà travaillé depuis longtemps aussi en arboriculture et des diffuseurs comme ça actifs fonctionnent en arboriculture. Et ça coûte très cher? Non, c'est dans le même ordre de prix hein, que les diffuseurs passifs. Peut-être un petit peu plus cher, je ne sais pas. Je ne connais pas exactement, mais on est entre 150 et 250 € de l'hectare. Je peux compléter très rapidement, Florence. Le coût, il vient en grande partie de la fabrication des molécules de phéromones. Et évidemment, plus il y aura de grandes parcelles, plus le coût va baisser. Hein, ça va être mécanique. Ensuite, sur la notion de puffer, il y a autre chose, c'est qu'une phéromone, une phéromone, elle va être très active quand c'est l'ensemble du bouquet, l'ensemble des constituants qui est émis, et pas forcément un seul constituant. Et un puffer, ça peut être aussi un système qui aide à maintenir intactes les proportions relatives des composés. Quand on laisse s'évaporer passivement les molécules, eh ben, leurs propriétés physico-chimiques font faire qu'une molécule va s'évaporer plus rapidement que les autres. Et finalement, les proportions du mélange vont vont varier au cours du temps et ça va limiter l'efficacité de la confusion. Donc c'est aussi potentiellement, quand il y a besoin de libérer des molécules dans les proportions très précises, c'est plus avantageux. Alors, il y a une question, je ne sais pas si c'est une blague ou une question sérieuse, mais enfin, en tout cas, elle est d'actualité. C'est est-ce que les insectes, c'est comme les virus, ils font des variants? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne va pas avoir des nouvelles molécules chimiques en réponse aux capteurs, aux pièces de phéromones? Alors, il y a très peu d'exemples de résistance aux phéromones parce que là, on est sur un signal qui est vraiment vital pour la reproduction et donc très peu de résistance par rapport aux insecticides où là il y avait une sélection d'insectes résistants par une sélection d'individus ayant un gène de résistance. Voilà. Donc là on peut être largement plus optimiste de ce point de vue-là. Après, il y a toute une série de questions qui déplacent un petit peu la discussion. On n'est plus seulement dans la question des phéromones, mais en manière plus large, finalement, cette notion de paysage olfactif avec les composés organiques volatiles des plantes et donc le fait qu'il peut y avoir un rôle des plantes cultivées, mais aussi des infrastructures écologiques sur l'attraction ou la répulsion des insectes. Et finalement, vous en avez peu parlé l'un et l'autre. Spécifiquement, après l'exposé de Nicolas, quelqu'un a demandé si le cépage avait une influence sur ces questions-là. Et donc, je pense que ce serait bien que vous développiez un petit peu l'un et l'autre cette question. Alors, si le cépage a une influence, en fait, en fin de programme, on a testé différents cépages en fait au laboratoire et effectivement, on n'a pas exactement les mêmes réponses. Après, je ne sais pas si c'est, il y a les COV. C'est sûr que les COV, on les retrouve toujours hein, sur les différents cépages de la vigne. En fait, c'est pas spécifique à un cépage. Mais par contre, les réponses peuvent être différentes effectivement. Et la question aussi, c'est est-ce que un cépage répond de la même façon? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure des stimulateurs des défenses. En fait, c'était ça notre modèle. Peut-être qu'ils répondent pas tous de la même façon effectivement à la stimulation des défenses. Ce qui serait quand même important à savoir pour ensuite mieux les utiliser sur le terrain. Donc ça, c'est la première question. Effectivement, il y a sûrement des façons de répondre et d'émettre qui ne sont pas les mêmes. Ça va peut-être être les mêmes COV, mais peut-être pas dans les mêmes quantités et pas au même moment. Voilà, c'est plutôt ces questions-là. Et après, sur l'environnement général, le paysage olfactif de la vigne, je pense qu'on en est qu'au tout début, quoi. On en est qu'au balbutiement d'essayer de comprendre un petit peu voilà, comment ça se passe. Par exemple, est-ce que le matin, on a le même bouquet de COV qu'en fin de journée et tous les jours? Et dans la saison, est-ce que ça évolue? Selon aussi toutes les interactions avec l'environnement voilà, biotique et abiotique. On n'en est qu'au début. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on s'est un peu cassé les dents au vignoble pour mesurer les choses. C'est tellement fluctuant. Peut-être qu'on n'a pas encore les bonnes méthodes pour bien mesurer ce qu'on veut voir sur les stimulateurs des défenses. Ben ouais, on parle beaucoup de paysage chimique
chimique complexe et changeant, et que c'est exactement ça, complexe, oui, parce qu'un paysage chimique, c'est des centaines, voire plus de composés organiques volatiles. Changeant parce qu'il va changer au cours de la journée, il va changer à l'échelle de la dizaine de millisecondes parce que les turbulences font que ça change. Il change à l'échelle de l'heure, de la journée, de l'année, des airs. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué. L'insecte, il a une vision très très globale de tout ça. Et nous, c'est compliqué quand on s'adresse au paysage chimique de la plante de comprendre, de toujours comprendre quels sont les signaux clés qui permettent à l'insecte de retrouver sa plante hôte. Voilà, à cause de justement de ces variations de signal. C'est beaucoup plus simple à analyser évidemment lorsqu'on s'adresse à la communication phéromonale, où là on a un signal qui est vraiment très stable dans le temps. Oui, pardon, vas-y. Oui, je peux dire très très rapidement quelque chose. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'anthropisation a des effets terribles sur les paysages chimiques. Voilà, je ne veux pas plomber l'atmosphère, hein, mais voilà, par exemple, l'ozone dégrade un certain nombre de médiateurs chimiques qui ont une durée de vie dans l'atmosphère qui est plus courte. Et finalement, pour certains insectes, c'est plus compliqué de s'orienter par voie olfactive. Alors, si c'est un insecte ravageur, on va dire tant mieux. Si c'est un auxiliaire, on va dire tant pis. On ne sait pas très bien quelles conséquences ça peut avoir sur des populations d'insectes ravageurs. On peut se dire qu'un environnement chimique qui est appauvri, c'est aussi une culture qui va avoir émettre des composés signaux qui vont être plus facilement vus de loin parce que ils sont à découvert, ils ne sont pas dans un environnement chimique très très complexe. Donc, on se pose beaucoup de questions aussi sur les effets de l'anthropisation, les effets de l'ozone, les effets des variations du climat, sur les émissions volatiles de plantes et leurs conséquences sur la communication chimique chez les insectes et plus généralement sur la biodiversité. La dernière question qui vient d'arriver, c'est: serait-il envisageable d'avoir des puces à COV pour la caractérisation globale de l'état parasitaire d'une parcelle? Ah bah, si on arrive à ça, moi j'espère en 2035 on sera à ça. C'était un peu ma dernière diapo. Hein. C'est notre commande, hein, c'est sûr. Si on pouvait avoir des infos sur la plante aussi précises, ça serait super pour pouvoir justement savoir comment, déjà savoir s'il faut traiter, s'il faut intervenir, avec quels moyens on peut intervenir. Aujourd'hui, on est vraiment là-dedans. Hein. Je pense que le cœur, par exemple, de l'utilisation du biocontrôle sur des modes d'action qui sont un peu compliqués comme la stimulation des défenses, l'utilisation de micro-organismes, etc. On a vraiment besoin d'avoir un diagnostic et des connaissances en amont sur ce qui se passe sur la parcelle. Et un outil comme ça, pour nous, mais ça serait formidable. Donc, j'espère. C'était une des propositions en fait, de notre projet Codévi, là, c'était de dire est-ce qu'on pourra avoir une mesure de quelques indicateurs vraiment spécifiques de la défense, COV, et un jour que le viticulteur, avec un petit appareil, 2 jours après qu'il ait traité sa vigne, vienne vérifier si la vigne répond bien à son traitement. Et voilà, que ça lui permette vraiment de piloter en fait l'utilisation de ces traitements de biocontrôle. Ouais, entièrement d'accord. Donc je vais juste poursuivre en disant que les insectes, ils ont des récepteurs olfactifs pour les composés volatiles de la plante. Donc le principe du capteur phéromonal, on peut évidemment l'étendre aux capteurs de composés organiques volatiles émis par les plantes, hein, c'est ce que j'ai dit. Là, il faudra passer par des configurations qu'on appelle de nez artificiels. Là encore, c'est de la bio-inspiration. Le nez artificiel, c'est une combinaison de capteurs parce que voilà, une odeur, elle va pouvoir être reconnue parce que activant un patron de capteurs et pas un capteur précis unique. Et donc, le capteur unique précis, c'est celui pour la phéromone, parce qu'on sait qu'on a un récepteur spécifique. Pour des composés de plantes, il faudra des combinaisons de capteurs, mais ça, c'est tout à fait envisageable. Hein. J'ai 2 questions. Travaillez-vous avec les parfumeurs? Et la pluie fait-elle tomber les odeurs? La pluie, est-ce que la pluie, ça a un effet sur ces questions-là, ou c'est pas quelque chose que vous regardez?
C'est une excellente question. Je me l'étais jamais posée comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est connu. Je sais que les odeurs sont des molécules qui ont tendance à coller à toutes les surfaces, qui est d'ailleurs un vrai problème pour nous dans les laboratoires parce qu'on a des problèmes de contamination contre lesquels on lutte en permanence. Et donc, dans l'environnement, les odeurs collent à au feuillage, voilà, à toutes les surfaces qui sont présentes. Et elles sont relarguées comme des sources secondaires, le cas échéant. Est-ce que la pluie, ces odeurs sont hydrophobes, donc probablement pas beaucoup. Il y a probablement assez peu d'effets de la pluie. Et rassurez-nous, parce que je vois qu'il y a une question de quelqu'un qui s'inquiète sur le fait que ces composés organiques volatiles pourraient avoir un effet sur la santé des consommateurs en se mettant sur... Alors, c'est une question vraiment légitime. Là, on est en train de parler de doses qui sont vraiment très faibles. On n'est plus du tout dans les ordres de grandeur de pesticides chimiques classiques. On est sur des molécules pour lesquelles nous n'avons pas de récepteurs. On est sur... Quand tu dis on est sur des quantités plus faibles, tu peux les donner, les quantités que l'on met par hectare? Alors, ça serait plutôt Nicolas. Est-ce que tu es capable de... Oui. Non, mais on est de l'ordre du... Non, je comptais sur toi. Alors, c'est du ppb, c'est du partie par milliard. Oui, c'est ça, partie par milliard, mais... En tout cas, c'est des odeurs que nous ne sentons pas. Nous ne les sentons pas. Elles sont connues pour ne pas avoir d'effet sur nos cellules, sur notre système nerveux. Voilà. J'ai pas les doses précises, les concentrations dans l'air. Je les ai pas à l'esprit là. Je suis désolé. Voilà. Et voilà, il est légitime de se poser la question, mais pour le coup, on a des molécules qui sont vraiment inoffensives. Elles n'ont un effet que sur le comportement des insectes. Sur l'insecte, elles n'ont pas d'autre effet. Même à très forte dose, elles n'ont pas d'effet sur l'insecte. Elles ne modifient que son comportement. Les changements climatiques dans tout ça, ça va pas perturber les choses tellement plus vite que ce que... Le changement climatique, ça a des effets importants sur les émissions volatiles de plantes. Donc, une augmentation de température, c'est des changements de métabolisme secondaire dans les plantes et d'émissions de composés organiques volatiles et donc un environnement chimique qui change. Et donc des insectes qui doivent s'habituer à ces environnements chimiques différents. Et c'est aussi des choses qu'on étudie. Comment l'insecte va s'adapter à un environnement chimique différent. On a des travaux en ce moment, par exemple au laboratoire, où on reconstitue des mini-écosystèmes dans des conditions climatiques ou d'ozone qui varient et qui miment ce que nous amène le changement global. Il y a une autre question, je ne suis pas sûre de la comprendre, peut-être que vous allez la comprendre. Est-ce que la couverture des cultures pourrait réduire la variabilité de l'environnement olfactif pour rejoindre des conditions de laboratoire? Je ne comprends pas s'il s'agit de... Ça revient à faire des cultures sous abri. Ben oui, des cultures sous abri, certainement. Si c'est ça la question, j'imagine que c'est plus simple de travailler en culture sous abri où on maîtrise... J'ai pas très bien compris non plus. Est-ce que... En gros, est-ce que c'est un environnement plus stable? La question, on peut la reprendre par écrit. Plus stable. Celui qui a posé la question par ailleurs, celui qui a posé la question sur les parfumeurs se manifeste à nouveau. Vous n'avez pas de relation avec les parfumeurs? Alors si, on a des relations avec des parfumeurs. On a une école, par exemple, à Versailles qui s'appelle l'ISIPCA et on a eu des interactions avec eux parce que voilà, il y a des notions d'interaction entre molécules, de perception d'un mélange, de contrôle, de la diffusion, des choses comme ça. Il y a tout un tas de questions qui sont proches finalement. Et oui, on a eu quelques interactions avec ce domaine avec les parfumeurs, oui.
Nous, on n'a pas travaillé avec les parfumeurs, mais on s'est posé la question à un moment, il y a une start-up, alors je crois que c'était une start-up qui était sur Bordeaux, qui développait un outil pour mesurer justement les composés organiques volatiles, mais cette fois-ci dans les barriques en fait. Vous savez, quand on fait du vin, en fait, les barriques, on les chauffe pour qu'elles émettent justement des molécules ensuite qu'on va retrouver dans le vin, enfin pour donner des goûts dans le vin. Et donc il y a une façon de chauffer les barriques. Voilà, il faut les chauffer un peu ou pas trop. Voilà, il faut pour trouver les bons arômes. Ils ont développé des outils pour mesurer ça. Et bon, on n'a pas été jusqu'au bout de voilà, mais ils existent encore peut-être. Mais ça serait intéressant, oui, de discuter avec eux, oui, parce qu'on travaille sur les mêmes technologies, en fait. Mhm. Donc, sur l'histoire des courtures sans abri, là, l'idée, c'était des bâches rétractables, d'après ce que je comprends. Mais il nous reste 5 minutes. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a encore une question brûlante ou si on va vous laisser la parole à tous les deux pour voir si vous voulez nous donner quelques éléments que l'on n'a pas traité. Le message clé que vous souhaiteriez transmettre en conclusion, avant que je tire 3 mots de conclusion de ce que j'ai retenu moi. Je sais pas, Nicolas, tu veux oui, je pense que je l'ai un petit peu dit dans mon intervention, mais vous voyez, en fait, voilà, on travaille beaucoup sur le biocontrôle, sur des méthodes alternatives. C'est beaucoup plus complexe que, je ne veux pas dire qu'avant c'était simpliste avec les méthodes chimiques, mais disons qu'on ne se posait pas de questions, c'était des choses très directes, d'éradication, ça fonctionnait bien, c'était très simple, mais avec des conséquences ensuite, voilà, c'était pas durable. Aujourd'hui, on est obligé de retravailler vraiment sur des questions essentielles, en fait, sur le fonctionnement des plantes, de la vigne notamment, voilà, des insectes, des interactions. Et vous voyez bien là, cet exemple-là des paysages olfactifs, mais vous allez parler après du microbiome ou d'autres choses comme ça. Il y a vraiment encore beaucoup de choses à découvrir pour arriver à améliorer et travailler sur ces méthodes alternatives. Mais c'est ça aussi qui est stimulant, c'est que vraiment, on va vraiment sur l'idée des équilibres, des connaissances, de vraiment d'aller finement dans les interactions, et ça, c'est positif en fait, hein, même si ça prend du temps. 2035, j'espère qu'on aura trouvé des choses intéressantes d'ici là, mais c'est stimulant. Merci. Oui. Philippe. Qu'est-ce que je voulais dire contrôler avec des odeurs le comportement des insectes, c'est quelque chose qui marche, qui peut être cher, mais c'est tellement moins cher que de payer le coût de modification de notre environnement, qu'il ne faut pas hésiter. Mais il faut dire aussi que il faut que ça marche, parce que les mauvaises expériences, ça marque les gens et c'est ce qu'ils retiennent. Donc, il est important de bien comprendre les limites, par exemple, de la confusion sexuelle. On parlait de zone blanche, c'est important de bien cerner ces problèmes pour que la confusion sexuelle marche vraiment, soit la plus optimale et que ça finisse de convaincre ceux qui ne le sont pas encore. On est dans un moment charnière où c'est la réduction des pesticides, c'est la recherche de nouvelles méthodes. Là, on a un domaine qui s'accélère, on a des nouvelles stratégies de recherche de nouveaux composés organiques volatiles qui peuvent avoir tout un tas d'effets sur le comportement des insectes. Voilà. Les choses s'accélèrent du point de vue des molécules, du point de vue des récepteurs, et il y a vraiment une explosion là en ce moment de possibilités qui sont offertes dans ce domaine et qui devraient, je pense, trouver tout un tas d'implications d'ici 5, 10, 20, 30 ans. Voilà. Moi, je suis très optimiste. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, d'abord, un très grand remerciement à ceux qui ont organisé cette séquence. Merci à Anne-Claire de nous avoir honoré de ta présence et de ton introduction. Merci à Florence d'avoir assuré l'animation et les questions. Et puis, surtout, un grand merci aux 2 intervenants exceptionnels qui ont partagé leur enthousiasme, leur découverte et aussi leur point d'attention. Moi, j'ai retenu 3 choses, en fait, en prenant un tout petit peu de hauteur de cet après-midi. D'abord, c'est la complexité du vivant. Étant biologiste de formation, en fait, quand on entend ce qu'on a entendu cet après-midi, on ne peut que être émerveillé de ça, et de montrer aussi que on a tendance à oublier qu'on hérite de quelques centaines de millions d'années d'évolution, et on est face à des merveilles évolutives qui ont assuré, par leur très grande spécificité, le fait que le vivant se maintienne. Et donc, cette complexité du vivant, on doit à la fois la connaître,
et après l'utiliser, mais l'utiliser au sens raisonnable et durable du terme. Le deuxième élément, c'est l'élégance des méthodes qui sont imaginées, qui ont été présentées cet après-midi. C'est une élégance de méthode parce que elle régule sans tuer, c'est pas du carpet bombing, c'est le biocontrôle, donc qui régule l'ensemble du comportement, qui a comme particularité de préserver dans la mesure où on le connaît, et en plus on a vu que la mesure des effets non intentionnels faisait partie des préoccupations exprimées par Nicolas et Philippe, donc une vraie une élégance parce qu'elle préserve, et puis une élégance, mais qui dans sa complexité va imposer une réflexion sur la formation, sur le conseil, pour utiliser ça au mieux, éviter qu'il y ait des trucs qui ne marchent pas. Comme le disait Philippe à l'instant, s'il y a un truc qui ne marche pas à un moment donné, ça fait une très mauvaise expérience et c'est capable de dire bah non, on ne va pas là-dedans. Donc c'est extrêmement intéressant. Et puis le troisième élément, c'est l'extrême richesse des perspectives. Anne-Claire le disait au début, imaginons 2035 et donc regardons en fait la richesse de ça. Et autant dans l'exposé de Nicolas que dans les perspectives à plus long terme de ce qu'a présenté Philippe, on voit des perspectives d'une richesse pour moi quasi infinie. On est face à des dizaines de milliers de molécules, comme le disait Philippe, qu'on peut combiner. Et là, c'est que ce que les insectes émettent quand on fait les mêmes choses sur les végétaux. On fera demain de la diversité fonctionnelle basée sur des COV, donc on est face à des combinaisons presque infinies. Et puis aussi, comme le montrait Philippe, la capacité à imaginer des nouveaux outils de détection pour détecter autre chose que les molécules. On voit là des perspectives absolument incroyables, et le champ des diamants, je rêve du jour où on offrira un diamant pour détecter plutôt qu'un diamant pour décorer quelque chose, et on voit la richesse en fait de ce qui nous a été présenté cet après-midi. Donc un grand merci à vous, un grand merci à ceux qui ont posé des questions, et rendez-vous pour nos deux prochains webinaires. Le premier, donc celui qui vient, c'est mercredi, même heure, pour parler du microbiote, du microbiome ou des microbiotes, un univers inconnu et aussi prometteur que ce que l'on a découvert aujourd'hui. Et là aussi, ce que l'on va voir, c'est une forme de richesse, de merveille évolutive. Et puis vendredi, on va se préoccuper plutôt du monde animal, sachant que le microbiote est aussi du monde animal et que les insectes, c'est aussi du monde animal. On parlera d'éthologie et comment l'éthologie permet de repenser l'élevage et de repenser les relations entre l'homme et l'animal. Un grand merci à vous pour votre présence cet après-midi. À nouveau, grand merci à Nicolas, grand merci à Philippe, merci à Florence, merci à Anne-Claire, et je vous souhaite un très très bon après-midi.